Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui, je crois, nous concerne vraiment tous, les stratégies pour économiser l'énergie à la maison. On a un guide pratique sous les yeux, rempli de conseils, et notre mission, c'est de décortiquer tout ça. On va essayer de démêler le vrai du faux pour comprendre ce qui fonctionne vraiment. Oui, et ce qui est intéressant d'emblée, c'est que la source propose une approche à plusieurs niveaux. Elle ne se contente pas de lister des conseils, elle les organise. Une sorte de feuille de route, en quelque sorte. C'est ça. On part des petits gestes, on passe aux équipements, et on termine par le logement lui-même. Ça permet de visualiser où sont les plus gros potentiels d'économie. Parfait. Alors, attaquons par la base, ce que la source appelle les gestes simples. Éteindre la lumière en quittant une pièce, ça, on connaît. Mais le guide mentionne aussi le programme Echo du lave-vaisselle. Oui, et ce point est fondamental. Pourtant, on se dit que l'impact d'un seul geste est minime, non? Pris individuellement, oui, peut-être. Mais leur force, c'est vraiment l'accumulation. C'est l'effet combiné de toutes ces petites habitudes qui, à la fin, génèrent une économie tangible. La source insiste beaucoup là-dessus. Chaque geste compte. L'idée, c'est de créer une culture de la sobriété à la maison. D'accord. Le guide s'attarde aussi beaucoup sur la gestion de l'eau chaude, qui est un vrai gouffre énergétique. Préférer la douche au bain, ça c'est assez évident, mais après ça devient plus technique. On parle de régler la température du ballon d'eau chaude. Oui, entre 55 et 60 degrés Celsius. Oh, pas sur cette fourchette si précise. Alors c'est un excellent exemple d'optimisation. Cette température, elle n'est pas choisie au hasard. C'est un équilibre. C'est assez chaud pour éviter le développement de bactéries, comme la légionnelle par exemple, Ah oui, d'accord. mais pas au point de surchauffer inutilement de l'eau qu'il faudra de toute façon refroidir au robinet. C'est une mesure invisible qui demande aucun effort au quotidien une fois que c'est fait, mais dont l'impact est continu. Et même en cuisine, il y a des astuces. Le guide suggère un truc tout bête. Couvrir les casseroles pendant la cuisson. On n'y pense pas forcément. C'est un principe de physique de base en fait. Qui est? Un couvercle, ça piège la chaleur. Du coup, l'eau bout beaucoup plus vite. Et donc on consomme moins de gaz ou d'électricité. Exactement. Ça illustre bien la philosophie du document. Rendre les gens acteurs de leur consommation par des gestes conscients. Passons maintenant au plus gros poste de dépense, je crois, mentionné dans la source. Le chauffage. Ah oui, le poids lourd. Là, le conseil principal, ce n'est pas de baisser la température à 15 degrés, Non, heureusement, mais plutôt de faire entretenir régulièrement son système. c'est un point absolument crucial. On se concentre souvent sur la température, sur l'utilisation, mais on oublie la performance de l'équipement lui-même. Une chaudière ou une pompe à chaleur qui est mal entretenue, elle va surconsommer pour fournir le même confort. C'est mécanique. Et le chauffagiste, il ne fait pas que nettoyer, si je comprends bien. Non, il est aussi un conseiller. Il peut aider à programmer le thermostat de manière intelligente. Une température pour le jour, une autre pour la nuit, et surtout un mode absence pour les départs prolongés. Ça change tout. L'autre grand sujet, c'est l'électricité. La source met en garde contre les appareils en veille, les fameux vampires énergétiques. Oui, Et la solution proposée est très simple, utiliser des multiprises avec interrupteurs. c'est la solution la plus directe, oui. Ça redonne le contrôle à l'utilisateur face à des appareils qui, aujourd'hui, sont souvent prévus pour rester connectés en permanence. C'est vrai. Dans la même logique, la source donne des températures très précises pour le réfrigérateur et le congélateur. Ah oui, j'ai vu ça. 4 degrés Celsius pour le frigo et moins 18 degrés Celsius pour le congélateur. C'est ça. Et chaque degré en dessous, c'est une surconsommation non négligeable sur une année entière. Et bien sûr, le guide rappelle de profiter au maximum de la lumière du jour. Une évidence. C'est une évidence, mais qu'on oublie facilement. Tout à fait. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment intéressant. La source change un peu de perspective. Après avoir parlé de comment produire et consommer l'énergie, elle explique comment la conserver. Exactement. Le guide passe de la consommation à la conservation. C'est un changement de paradigme. La chaleur qu'on a payée pour produire, eh bien, elle ne doit pas s'échapper. Logique. Et une solution simple qui est mentionnée, c'est l'installation de rideaux thermiques. Des rideaux thermiques. C'est une solution d'aménagement, en fait, qui aide à l'isolation. Oui, surtout si on a des fenêtres un peu anciennes ou peu performantes. C'est un premier pas. D'accord, un premier pas, une solution d'appoint. C'est ça, mais la source est claire. Pour un résultat qui soit vraiment efficace et durable, il faut envisager des travaux de rénovation énergétique. Là, on passe au niveau d'action le plus élevé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le document liste des exemples, j'imagine. Oui, des exemples très concrets. Remplacer une vieille chaudière par une pompe à chaleur, par exemple. D'accord.
Ou alors poser des volets plus performants, améliorer l'isolation des murs, des fenêtres. Ou des combles, surtout les combles. Et là, on comprend la logique globale. C'est ça. Les petits gestes du quotidien, ils permettent d'optimiser un système qui existe, qui est peut-être imparfait. La rénovation, elle, vise à changer le système lui-même pour le rendre intrinsèquement plus performant. On ne cherche plus seulement à moins consommer, on cherche surtout à moins gaspiller. C'est ça la clé. En résumé, ce guide dessine une feuille de route qui est très très claire. On commence par des habitudes quotidiennes, faciles à adopter, pour déjà prendre conscience de sa consommation. Oui, Ensuite, on optimise les gros appareils, comme le chauffage. tout à fait. Et enfin, pour un impact maximal, on s'attaque à l'enveloppe même de la maison. L'isolation, la rénovation. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est que ces conseils s'adressent vraiment à tout le monde. Quel que soit le budget, quelle que soit la situation, C'est vrai. il y a des actions gratuites qui ne dépendent que de notre comportement, et puis des investissements plus lourds pour des bénéfices à long terme. L'idée sous-jacente, c'est que chacun peut agir, à son échelle. Absolument. Et ça nous laisse avec une dernière piste de réflexion. La source se concentre beaucoup sur l'amélioration de l'habitat qui existe déjà. Ce qui est normal. Mais ça amène à se poser une question, un peu plus large. À quoi ressemblerait une maison qui serait conçue, dès le départ, en intégrant tous ces principes? Comment est-ce que son architecture, le choix de ses matériaux, son orientation par rapport au soleil ou même son emplacement, comment tout ça serait différent si la performance énergétique n'était pas une option à ajouter, mais le fondement même de sa conception dès le tout premier croquis?